podcast Binge Audio. Libéré, délivré. Vous aussi, vous avez peut-être entendu cette chanson, allez, 5000 fois au moins. En tout cas, si votre progéniture est née dans les années 2010, ce qui est mon cas. C'est aussi la chanson qui me vient pour évoquer la fin des règles. Car oui, c'est aussi une libération. Il y a 7 ans, sortait un essai percutant, « Ceci est mon sang », par l'autrice Élise Thiébaut. Comme en écho, elle sort ces jours-ci « Ceci est mon temps », pour parler de ménopause cette fois. Élise Thiébaut et moi, on se rejoint sur plein de choses, notamment pour dire qu'il ne faut pas tomber dans 2 travers. Premièrement, penser que se préoccuper de ménopause, c'est réduire les femmes à un corps soumis à des hormones. Personne ne doit nous dire de quoi on doit parler ou pas. Deuxième travers, faire croire que la ménopause c'est formidable, qu'une page blanche s'écrit, que c'est le bonheur et la plénitude. Bon, faut pas exagérer non plus, hein. C'est dur de vieillir. Mais ça n'est pas non plus forcément une fin. Il y a des peines, c'est vrai, mais aussi des joies à traverser ce qui est pour beaucoup d'entre nous une nouvelle étape dans notre vie de femme. Bonjour Élise Thiébaut. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup aimé votre livre. J'ai vu qu'il y avait plein de références communes avec Chaud dedans. Vous avez 61 ans. Donc, le recul que moi, j'ai pas encore aujourd'hui, pour pas flipper parfois quand je me sens déprimée, fatiguée, que j'ai chaud, que je m'emporte sans raison. Et vous dites qu'après quelques années, le corps, finalement, il fait le job et que les moments difficiles, ils finissent par passer. Absolument, c'est un peu comme la puberté, ça dure pas toute la vie. C'est un moment de remaniement hormonal, il se passe beaucoup de choses dans le corps. Et le corps, lui-même, il a une intelligence, une puissance propre. Évidemment, nous sommes conditionnés à croire que ça n'est pas vrai, que nous ne sommes que voués à décrépitude et malheur. En réalité, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Les hormones qui sont plus produites par les ovaires, elles sont produites par d'autres glandes. Et puis, peu à peu, le corps s'habitue, se modifie, retrouve un équilibre. Et il y a beaucoup de symptômes ou de manifestations. Je préfère parler de manifestations que de symptômes, puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie. Oui. Bon, pour la manifestation, je ne sais pas exactement ce qu'on revendique, mais ça reste à découvrir. Il y a beaucoup de manifestations dont on pense qu'elles sont le signal d'une entrée dans la vieillesse et que ça ne va jamais partir. Par exemple, les douleurs articulaires, on est persuadé que ça va durer tout le temps, ça a été mon cas, et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ça s'arrange énormément. Que ce soit ça ou que ce soit, évidemment, les bouffées de chaleur, elles disparaissent. Tant mieux, c'est rassurant. Non, mais bien sûr, c'est important de savoir qu'il se passe encore quelque chose. Il se passe encore des choses au plan hormonal. Et puis, il y a des équilibres nouveaux qui se trouvent et qui sont parfois très surprenants et intéressants. Lesquels, par exemple ? Eh bien, par exemple, il y a, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a une beaucoup plus grande assise dans mon corps que je n'avais précédemment. Alors, c'est à la fois pour des raisons psychiques, sociales, mais il y a une sensualité, par exemple, très particulière que je n'ai découverte qu'après la ménopause. C'est-à-dire qu'avant, c'était très orienté sur les organes sexuels, sur le clitoris. Et maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus sensible, alors qui, je pense, est lié à l'âge, pas particulièrement à la ménopause, mais qui est une très belle découverte de l'âge, moi je trouve. C'est cette sensibilité extrême, beaucoup plus grande aux phénomènes cycliques de la nature, à des vibrations subtiles, à des moments précieux. On sait les ressentir, et je pense que ça a aussi une dimension physiologique. Je pense vraiment que l'énergie se répand différemment dans le corps et nous permet de ressentir des choses beaucoup plus belles. Ça me rappelle ce que m'avait dit une invitée précédente, Véronique Gallo, l'humoriste. Elle me disait qu'après ses 45 ans, elle avait commencé à marcher dans la nature, dans la forêt, qu'elle en avait besoin. C'est marrant parce que vous n'êtes pas la première à me dire ça. Moi aussi, j'aime bien me promener dans la nature aussi, alors que je me considérais comme une urbaine à 150% auparavant. Alors vous dites aussi, dans Ceci est mon temps, qu'il faut accepter que nous, les femmes, on traverse des cycles de vie et que la ménopause en fait partie.
Alors, nous les femmes et nous, tous les êtres humains, nous traversons des cycles. On vit sur l'idée que seules les femmes auraient des cycles parce que le leur est le plus visible, le plus spectaculaire, je dirais même si les règles restent tabous et sont des choses cachées. Il y a néanmoins énormément de cycles qui persiste chez tous les êtres humains. Et une des choses qui m'importait, par exemple, c'était de dire que à la ménopause correspond de manière assez symétrique l'andropause et que l'une des manières de l'envisager, c'était de penser ça de manière un peu moins sexuée. L'andropause, donc, qui touche les hommes. L'andropause qui touche tous les hommes. Mais pas forcément avec les mêmes manifestations et moins avec ce coup près, là, entre 45 et 55 ans. C'est un peu plus tard pour eux, me semble-t-il. C'est un petit peu plus tard, effectivement. Alors, quand, je le disais d'ailleurs, Ceci est mon sang est sorti il y a 7 ans, puisqu'on parle de cycle, et vous vous rappelez que 7 ans, c'est un cycle important. Oui, les Grecs et les Chinois d'ailleurs aussi parlent de 7 ans, c'est l'âge de raison, 14 ans, c'est l'âge de la puberté, 21 ans, c'est celui où on arrive dans la sexualité, 28, celui de la maternité, et grosso modo, tout le monde tombe à peu près d'accord que 49 ans, c'est le climatério. Tout le monde appelle ça le climatério, et le climatério, il touche aussi bien les femmes que les hommes. Il prend des formes différentes, mais cette idée cyclique est assez étonnante. Parmi les choses que je trouve assez touchantes, c'est que avant l'invention du mot ménopause en 1816 par Charles de Gardanne, on avait plusieurs mots pour désigner la ménopause et il y en avait un auquel je m'attache particulièrement, qui est l'âge du retour. Et l'âge du retour ou le retour d'âge, ça renvoyait à cette idée qu'on atteignait au moment de la pré-ménopause ou ménopause un glow particulier parce qu'on était en fait délivré des cycles menstruels et du risque de grossesse, que ça nous amenait une liberté. Moi, j'ai ressenti vraiment très fortement avec l'arrêt de mes cycles pour plein de raisons, une chape de plomb qui s'envolait. Eh bien, dans ce moment-là, les femmes vivaient un retour d'âge, un renouvellement de leur beauté, de leur sensualité, de leur sexualité. D'ailleurs, les hommes aimaient bien aller dans les théâtres, voir celles qui agitaient particulièrement leur éventail, parce que c'était ce signe des bouffées de chaleur était un signe que peut-être elles pourraient être des bonnes amantes, expérimentées de surcroît et sachant ce qu'elles veulent. Parce qu'elle n'avait plus peur des grossesses en particulier. Voilà. Alors justement, vous l'évoquez à demi-mot, mais des moments difficiles, vous en avez vécu à chaque règle en fait, puisque vous étiez atteinte d'endométriose. Quand on parle de libération, vous en savez quelque chose? Ah oui, effectivement, l'arrêt des douleurs de règles qui étaient fréquentes et des douleurs en dehors des règles, parce que l'endométriose, on a mal pendant l'ovulation, on a mal avant les règles, on a mal après les règles, on a mal quand on digère, on a mal quand on a des relations sexuelles. Donc, ça fait quand même beaucoup de situations. Et effectivement, l'arrêt de ces douleurs a changé littéralement ma vie. Je me suis rendu compte, au moment de la ménopause, que j'avais des douleurs chroniques, que je les avais eues pendant 40 ans, que ça avait évidemment affecté ma physiologie, ma vie psychique, que ça avait constitué une sorte de trauma à bas bruit qui influait beaucoup sur mes humeurs. Je me suis découverte quelqu'un qui était capable d'être de bonne humeur et avoir beaucoup de gaieté, simplement parce que je ne souffrais plus. Donc ça a été un aspect qui n'est évidemment que propre aux personnes qui souffrent beaucoup de leur cycle, ce qui était donc mon cas. Mais il y a aussi une idée de liberté parce qu'on n'est plus obligé de prévoir ou d'anticiper le moment où ces règles vont arriver, les protections, la contraception, dans le cas où on a des relations hétérosexuelles. C'est la fin du stress du pantalon blanc aussi. C'est de la charge mentale en moins, en fait. Oui, probablement. Bon, ce mot de charge mentale, il est un peu mis à toutes les sauces. Et moi, je m'en foutais un petit peu des pantalons blancs. J'ai toujours
Enfin, j'ai jamais pris tout ça vraiment très au sérieux personnellement. J'y prêtais pas énormément d'attention. Évidemment, je me suis soumise, comme beaucoup de femmes, et je le raconte dans Ceci est mon temps, à un certain nombre de critères de baisabilité, pour parler plus élégamment, de séduction. Et j'ai été très contente de me dire à un moment donné, à partir du moment où j'entrais où j'étais revêtue de cette cape d'invisibilité qu'apporte l'entrée dans l'âge, eh bien, j'étais assez contente finalement de me dire je vais me débarrasser de tout ça pour de bon. Parce que, pour être très franche, je l'ai jamais fait très sérieusement. J'ai toujours été un peu forte tête, je crois, sur ces choses-là. Mais la libération, justement, je rebondis sur ce que vous dites, c'est aussi de plus être sur le marché de la bonne meuf, comme dit Virginie Despentes, quand il n'y a plus les mêmes attendus, les mêmes injonctions lorsqu'on est plus jeune. Alors, c'est très ambigu, c'est très ambivalent. Il faut quand même être honnête avec ça, parce que je trouve que sinon, on se ment ou on est dans le déni et on reproduit des injonctions nouvelles. Il y a quand même, quand on a vécu sous ce regard-là, ce regard qui nous évalue sans cesse, qui évalue notre valeur sur le marché de la bonne meuf, il y a un aspect qui est libératoire. Moi, je trouve agréable d'être aujourd'hui dans l'espace public sans être sans cesse soupesée comme un paquet de pommes de terre. Mais dans l'intimité, par exemple, j'ai perdu un certain nombre de repères. De ce qui actionne le désir dans l'intimité. Voilà, c'est-à-dire on passe dans dans une autre catégorie. Et dans ce moment de changement, on est vraiment dans une métamorphose qui présente de l'inconfort. Le moment où on se rend compte qu'on a des ailes et des très belles ailes et qu'on peut faire beaucoup de choses est merveilleux. Mais on ne va pas se mentir, la métamorphose elle-même a des moments pénibles. Je rejoins tout à fait. J'avoue aussi que lorsque je suis devenue transparente dans la rue, ça m'a fait un choc, quoi. On n'a pas envie de devenir transparent, personne. Mais quand même, pour voir les choses du bon côté, effectivement, vous parlez d'une forme de libération, de plus vivre pour l'espèce en gros, de plus être assigné à notre fonction reproductive, et tant pis si ça passe par moins de séduction. Bon, après, il faut interroger ce qu'on entend par la séduction. J'ai gagné aussi des formes de relations que je n'avais absolument pas avant. Alors d'abord, j'ai pas besoin de me répéter autant qu'avant. Je dois le dire que on considère qu'il y a une sagesse que je peux partager. Je m'en suis rendu compte. Bon, c'est d'un côté le côté daronne, qui est marrant, qui est assez drôle, mais aussi il n'est plus aussi important dans l'espace public ou dans les relations interpersonnelles, professionnelles, etc., pour les hommes de me dominer. De vous dominer. Ben oui, parce que je ne suis plus une proie possible. Finalement, je deviens cette transparence ou cette non-baisabilité renforce l'estime possible ou l'authenticité de nos relations ou de ma parole, qui est moins mise en doute, puisqu'il est moins urgent de me dominer. Vous devenez davantage une égale, peut-être. Je deviens plus une égale. Après, pour d'autres choses, je vais faire aussi un petit peu plus peur. C'est vraiment une des choses qui arrive avec la vieillesse, qui fait partie des grands fantasmes. Mais moi, j'apprécie et je goûte avec beaucoup de plaisir ce que m'amène cette liberté de mouvement nouvelle et cette liberté de parole. Et la crédibilité que j'acquiers parallèlement à ma perte de valeur sexuelle. Très intéressant. J'aime bien dans votre livre ce que vous parlez de vivre une sensualité différemment, d'explorer son corps différemment. Absolument. D'explorer et réinvestir mon corps dans sa sensualité, d'explorer le tantrisme, par exemple, de vivre ma nudité dans l'intimité ou dans la nature, d'avoir des relations intimes qui ne soient pas fondées sur le coït. Ça embellit ma vie.
C'est un apprentissage. Je regrette beaucoup, mais je le regrette pour moi, mais j'en vois presque un message. Apprenons davantage à aimer véritablement et à s'aimer nous-mêmes. Il y a plein de façons de le faire. Et quand on y arrive, probablement l'émerveillement est très supérieur à ce qu'on pourrait imaginer. Mais c'est vraiment tout un processus. Et vous dites dans le livre que vous avez découvert les huiles et que ça a été la révolution. Alors dites-nous tout, Élise Thiebaud, quelles huiles ? Alors, parmi les choses qui entravent un peu la sexualité, en tout cas la sexualité hétéronormative fondée sur le coït, ce que j'appelle, à partir d'un certain âge, ça va, si on ne prend pas soin de ça, ça va être un peu la rencontre de la demi-molle et de la demi-sèche, puisque les hommes ayant eux-mêmes une érection un peu plus erratique. C'est cruel ce que vous dites. C'est drôle, c'est pas cruel. Voilà. Et puis, la sécheresse vaginale s'invite quand même très souvent dans les vulves des personnes ménopausées. Et c'est pas de ces invités qu'on accueille avec un grand plaisir parce que la sécheresse nous empêche de jouir agréablement de notre sexe, y compris en dehors des relations sexuelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte par la médecine de manière assez correcte. En revanche, j'ai eu la chance de rencontrer une sage-femme géniale avec qui que j'avais aidé à écrire un livre qui s'appelle « Au bonheur des vulves » et qui m'a dit, mais en fait, le secret, c'est les huiles, effectivement. Il faut mettre de l'huile. Ouais. Toutes les huiles, à part l'huile de vidange, mais comme je dis souvent, non, mais toutes les huiles, il faut lubrifier, c'est indispensable parce que lubrifier et soigner sa flore, qui peut, si on n'y fait pas attention, s'altérer. Et donc, ça entraîne aussi d'autres difficultés, des infections, etc. Si j'ai bien retenu, elle recommande l'huile d'onagre. Ça m'a beaucoup intéressé, ce passage. Alors, l'huile d'onagre, évidemment, est très efficace parce qu'elle comporte aussi un peu de phytoestrogène. Elle a démontré son efficacité chez toutes les personnes qui l'emploient, ou le mélange huile d'onagre, huile de bourrache, par voie orale, par voie vaginale, et puis de prendre l'habitude de se mettre, comme on se met une crème de jour, de s'enduire la vulve, ce qui par ailleurs peut présenter un aspect assez agréable, de le faire de la manière la plus régulière possible, enfin quotidiennement, et l'huile de coco aussi est super, parce qu'en plus elle est antifongique. Donc, si jamais on a des irritations, c'est très pratique. Alors, j'ai remarqué, Élise Thiebaud, que sur les réseaux sociaux, qui sont le miroir de la société aujourd'hui, il y a deux tendances. Celle de dire que soit la ménopause, c'est une série de catastrophes qui vous tombent dessus, soit que c'est l'occasion de se transformer. Donc, en gros, ça vient avec des injonctions. Prenez-vous en main, prenez soin de vous, gare au relâchement. Faites de votre vie quelque chose après 50 ans. C'est quand même beaucoup de pression, tout ça, non ? Ah oui, ça m'exaspère, cette idée de se réinventer à cause de la ménopause, enfin grâce à la ménopause, avec la ménopause. Bon, on n'est pas obligé de se réinventer. Moi, je trouve qu'en plus, c'est toujours un peu réinventer la machine à cambrer la banane ou l'eau tiède. C'est un tout petit peu... Puis pareil, effectivement, il faudrait absolument faire quelque chose de sa vie. Moi, je trouve que déjà, si on arrive à vivre, si on arrive à être soi, c'est très bien. Et puis, si on n'y arrive pas, c'est pas... Enfin, je trouve que c'est... En tout cas, un moment où on peut se dire que on est un peu moins obligé à quoi que ce soit. Alors moi, j'aime bien faire quelque chose, Élise, c'est faire lire mes invités. Et j'aimerais que vous lisiez cet extrait de votre livre. Quel bonheur de ne plus avoir de féminité à incarner, à performer, à défendre, à préserver. Parfois, je me sens animale. Parfois, je me sens végétale. Je suis vieille et je suis jeune. Je suis en bonne santé et je suis malade. Je me sens bien et je me sens mal. Quelquefois même, je me sens mal. Avec un accent circonflexe. Exactement. Et j'aime beaucoup quand vous évoquez dans votre livre les noms donnés à la ménopause dans d'autres cultures. Il n'y a pas cette idée moche d'une pause, d'une fin, d'un arrêt. En allemand, ça se dit les années du changement, je ne le prononcerai pas. Et en chinois...
Comment vous dites? Vexelia. Vexelia. Et un chinois, je ne sais pas si je vais le dire bien, Zhen Yangqi, qui parle aussi de changement. Et même de cette période de la vie comme la 3e, la plus importante, en fait, de l'existence. Le 2e printemps de la femme, on dit dans la médecine énergétique chinoise. On considère que c'est vraiment un moment d'aboutissement, d'accomplissement pour les femmes, où l'énergie qui était précédemment orientée vers la reproduction, la fertilité et l'espèce, est orientée vers l'esprit et vers sa longévité. Et la question de la longévité, par exemple, de la prendre très au sérieux, c'est quelque chose qui arrive dans la médecine chinoise. C'est aussi quelque chose qui arrive dans la culture taoïste chinoise. Quand on voit quelqu'un de vieux, une personne vieille, on la félicite parce qu'on considère qu'elle a honoré son énergie interne d'une bonne manière, qu'elle a servi ses organes. Et non pas s'est servi de ses organes. Donc, on considère que c'est la preuve d'une grande spiritualité. Et je trouve intéressant cette idée de réfléchir à qu'est-ce que c'est la longévité. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on dure? Pourquoi on ne dure pas? Il y a dans le taoïsme, par exemple, une tradition féminine très très forte. Et très souvent, les grandes sages taoïstes, on les appelle les immortelles, et elles s'engagent totalement dans la voie taoïste à partir de la ménopause. Elles quittent leur mari, elles quittent leurs enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très intéressant dans cette notion de longévité, de printemps, de reconsidérer ça dans un cycle qui nous dépasse de beaucoup. Et on sait aussi qu'au Japon, il n'y a pas de mot pour la ménopause. C'est aussi cette idée de changement. Oui, on considère que le changement fait partie de la vie. Ils ont 74 saisons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui durent chacune 5 jours et qui ont toutes des noms plus fabuleux incroyablement les uns que les poétiques. autres. Ouais, c'est vrai. Voilà. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que l'agisme, je trouve que c'est une cause dont les féministes se sont peu emparées. En gros, elles se préoccupent des femmes jusqu'à ce qu'elles aient la soixantaine. Est-ce que je me trompe? C'est un impensé du féminisme, la vieillesse? Pas exactement. C'est un petit peu comme les règles, dont on a finalement assez peu parlé dans le féminisme, dont on parlait peu dans les années 70. Et quand moi j'ai publié Ceci est mon sang, toutes mes amies féministes un peu plus âgées que moi disaient « Mais comment? Pourquoi on n'en a pas parlé ?» etc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on ne parlait pas du corps. Beaucoup, pas tant que ça. C'est-à-dire, on s'est vraiment beaucoup polarisé sur la question de la contraception, de l'IVG. Et puis, dans cette conception que j'essaye d'expliciter un petit peu aussi dans Ceci est mon temps, que l'égalité, ça consistait à nier ce qui se passait dans nos corps pour pas être stigmatisés par ces corps qui ont été codifiés comme débiles et des versions, le corps standard et le corps masculin. La femme en est une variante moins bien, plus petite, moins performante, moins forte, moins puissante, etc. C'est contre ça qu'elles se sont battues. Et elles se sont surtout battues pour avoir le contrôle de leur fertilité et puis aussi pour ne pas être renvoyées à ça dans la sphère professionnelle et publique. Ça veut dire qu'on ne mettait pas en avant ce qui était lié aux règles ou à la maternité parce que ça risquait de nous disqualifier dans l'espace public. Donc, on ne peut pas dire que c'est un impensé, c'est juste qu'à ce moment-là de la société et du combat féministe, c'était pas possible de le poser vraiment. Il y a toujours eu des femmes qui ont écrit, par exemple Françoise d'Aubonne fait partie des personnes qui ont beaucoup écrit sur cette question-là, à la fois Françoise d'Aubonne qui a vraiment conceptualisé en France l'écoféminisme. Elle a parlé des règles, elle a parlé de la maternité, elle a parlé du corps, elle a parlé de la sexualité. Mais on considérait que c'était pas l'urgence et que il fallait se battre pour des droits. Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'agisme peut-être aussi n'était pas véritablement pris en compte. Et la question du corps. Et puis alors en ce qui concerne l'agisme, d'abord il y a un phénomène générationnel.
C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'il y a autant de personnes âgées, en Occident en tout cas, et âgées aussi longtemps. C'est quelque chose qui est un peu inédit de mémoire humaine. Et puis, il y a aussi une conception globale de la vieillesse qui est très dépréciative en Occident, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Clairement, on ne respecte plus les vieux. Enfin, je le dis un peu crûment, mais c'est un peu on ne les respecte pas du tout. Et c'est, à mon avis, tout de même pas un hasard si c'est une féministe, Simone de Beauvoir, qui a écrit, comme elle avait écrit Le deuxième sexe, qui pour moi est un essai fondateur du féminisme, elle a écrit un essai sur la vieillesse, remarquable, dans lequel elle ne l'aborde pas de façon genrée, mais dans lequel elle explore anthropologiquement énormément de choses là-dessus. Et dans lequel aussi elle dit son horreur de voir son visage vieillir, son horreur de la vieillesse. C'est ça qui est paradoxal. Elle l'a dit dans tous ses livres. C'est dans la force des choses, qui vient après la force de l'âge, qu'elle dit à quel point elle parle d'une vérole qui s'est mise sur son visage et qui ne disparaîtra plus. Oui, c'est ça, c'est violent quand même. C'est extrêmement violent, mais de la même manière qu'elle parlait par exemple de l'odeur des règles comme une odeur de violette pourrie. Elle avait, je pense qu'elle avait, comme beaucoup de femmes de sa génération et comme beaucoup de femmes encore aujourd'hui, intériorisé la vision extrêmement négative que l'on transmet aux femmes sur leur propre corps. Elles sont censées développer une forme d'horreur de ce corps, ce qui est un des meilleurs moyens de les priver de sa maîtrise, de les priver de leur plaisir. Puisque, en fait, beaucoup de femmes sont élevées dans le dégoût, par exemple, de leur vulve. C'est extrêmement courant, c'est présenté comme quelque chose de dégoûtant. Donc, ça fait partie des apprentissages fucked up du patriarcat qu'il faut défaire. Je ne parle même pas de les déconstruire, je pense qu'il faut les détruire et il faut les remplacer en puisant dans d'autres visions et d'autres conceptions. Vous réfléchissez à d'autres sujets aussi. J'étais frappée par l'image assez osée que vous utilisez au début de votre livre, que la Terre est en quelque sorte, elle aussi, en période de ménopause. Chaque été, dites-vous, nous sommes réveillés par ces bouffées de chaleur, ces tempêtes et ces incendies, ces sécheresses et ces inondations. C'est beau. Vous voulez dire quoi, en fait? Vous faites un parallèle? Oui, je pense que ça n'est pas sans lien, et ça c'est vraiment une pensée très écoféministe pour le coup, qui considère qu'il y a un lien entre l'oppression des femmes et l'exploitation de la planète, des terres, leur appropriation à des fins de profit. Et effectivement, je pense qu'à partir du 19e siècle, qui est le moment où on invente donc le mot ménopause, c'est aussi le moment de l'exode rural, c'est le moment de la révolution industrielle, c'est celle où nous perdons contact avec les cycles, c'est la disparition de la nuit, et on se met en surchauffe, et comme on va mettre la planète en surchauffe. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut que remarquer, et je me suis dit, tiens, en traversant la ménopause, eh bien, j'acquiers aussi une sensibilité plus grande à des phénomènes qui me dépassent. C'est pourquoi je m'étais aussi beaucoup intéressée dans le dernier chapitre à la vie des orques, menacés par l'étouffement des océans. Parmi les rares animaux à être ménopausés. Exactement. Oui. C'est formidable. Là aussi, je ferai un épisode sur les orques. J'adore. J'adore cette histoire des orques. Ben écoutez, merci beaucoup Élise, c'était passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, Ceci est mon temps. Il est paru au Diable Vauvert. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à vous d'avoir écouté Chaud dedans. Pour réagir à cet épisode, il y a une page Instagram dédiée, je vous y attends pour vos questions et vos témoignages. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir tous les épisodes dès qu'ils sortent. Cet épisode était coproduit par Binge Audio, à la réalisation Paul Berthiaud, à la production Laurent Bess. À dans 2 semaines.